Réveillez-vous avec détermination et couchez-vous avec satisfaction. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ACT suspend le média en ligne Bénin Web TV et retire la carte de presse de son promoteur après des publications jugées non conformes au règlement journalistique à Komigéa. Un château d'eau solaire a été inauguré pour assurer l'accès à l'eau potable aux écoliers et habitants du village. En RDC, plusieurs cadres du parti de Joseph Kabila ont été entendus par la justice avant de ressortir, autant pour moi, libres malgré des soupçons de collusion avec les rebelles du M23. Dans la Minute Sport de ce matin, les Amazones intensifient leurs préparations pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Justin Aoudo, l'international béninois, participe à la victoire de son club 2-0 à domicile en Champions League. Le Real de Madrid réalise un nouveau miracle et élimine l'Atlético lors des tirs au but au Wanda de Metropolitano. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéo nous donnera les bienfaits du curcuma sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngweto et l'artiste qui sera peint ce matin est Cody. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouitine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu ce mercredi 12 mars le média en ligne Bénin Web TV et retiré la carte de presse de son promoteur Paul Arnaud Degueno. Cette décision fait suite à une mise en demeure pour non-respect du Code de l'information et de la déontologie, notamment après des articles contestés sur le budget et les dépenses de l'institution. L'AC, qui dément ces informations, renforce ainsi sa politique de régulation des médias du Bénin. La Fondation Ubu et Vinciane a inauguré ce mardi 11 mars un château d'eau équipé d'un système solaire à l'école primaire publique de Komigéa dans la commune de Ndali. Financé par la Fondation Rotary International et les parents d'élèves, ce forage moderne assure un accès permanent à l'eau potable pour les apprenants et la population. Les donateurs ont invité les bénéficiaires à en faire bon usage, soulignant l'importance de l'eau pour le bien-être et le développement local. Avec la montée du commerce en ligne, les avis restent partagés à part. Si certains y voient une opportunité pratique et accessible, d'autres dénoncent des risques d'arnaque. Elbi Kungwetawo et Moundine Lawani ont recueilli les impressions des jeunes sur cette tendance. La vente en ligne, c'est une activité qui prospère. On constate que dans le domaine, il y a des chances qui ont réellement prospéré et il y a eu de l'évolution. Maintenant, le problème que je me pose est que est-ce que c'est réellement la vente en ligne qui les a amenés à ce niveau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui se mènent en cachette et on prend juste ce domaine de vente en ligne pour camoufler ces faits? Bon, c'est la question que moi je me pose. Sinon, je ne crois pas trop en cela. Moi, je ne peux pas me permettre de donner mon argent facilement à quelqu'un comme ça. Parce qu'avant de gagner de l'argent, il y a des difficultés qu'on éprouve. Les trucs de vente en ligne, ce sont des trucs suspects. Parce qu'on ne peut pas juste dire, tu veux me vendre un truc que moi je ne sais pas d'abord, je n'ai pas vu. Donc moi, je préférais qu'on aille face à face et faire notre marketing comme ça. Comme ça serait mieux que les trucs en ligne. Parce que souvent, ce ne sont pas les vrais. On peut te vendre les trucs périmés, peut-être les trucs qui ne sont pas à mode. Les ventes en ligne, et
ils ont des avantages ainsi que des inconvénients. Par exemple, tout récemment, j'ai commandé un PC et un Mac Acer. Donc, la marque que j'ai demandé, ce n'est pas ça qui m'a amené. Je leur conseillerais de faire gaffe parce que tout ce qu'on voit n'est pas de la réalité. On nous vend de fiction. Donc, ils doivent se méfier beaucoup de ce qu'ils voient sur le net. Je vais leur dire d'être aussi vigilants parce que ce sont des trucs qui ne sont pas recommandés parce qu'on peut les poursuivre à tout moment. Hors de nos frontières en RDC, Aubin Minakou Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, cadres du PPRD, ont été auditionnés séparément par l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa avant d'être relâchés dans la nuit du 10 mars. Soupçonnés de lien avec le M23, ils ont nié toute implication affirmant mener une opposition républicaine dans le respect de la Constitution. Malgré leur libération, une interdiction de sortie du territoire a été émise à leur encontre sans confirmation officielle des autorités. Le mardi 11 mars 2025, le chef des forces armées ougandaises Mozi Kainerugaba a annoncé le déploiement de troupes à Djouba pour sécuriser la capitale, mais le gouvernement sud-soudanais dément leur présence. Ce flou alimente les interrogations sur les réelles intentions de Kampala alors que la crise politique et sécuritaire s'aggrave dans le pays. L'ONU craint un effondrement de l'accord de paix de 2018 alors que l'IGAD tient une réunion d'urgence sur la situation. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Umbeto. Le sport, c'est avec vous Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Moïdine Lawali. Amis internautes des Aéros Télé, bonjour. La victoire 2-0 du dimanche 9 mars contre la RDC dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 est déjà conjuguée au passé du côté des Amazones. Le groupe est désormais focus sur la manche retour qui se jouera le dimanche 16 mars à Kinshasa. Le lundi 10 et le mardi 11 mars 2025, les pouliches de Ida Ajansou étaient à l'entraînement. Un travail intensif était réservé pour celles qui n'ont pas joué. L'équipe mesure l'ampleur de la tâche qui les attend à Kinshasa et travaille ardemment pour ramener à Cotonou le gain de la partie. La Côte d'Ivoire de son côté a brillamment décroché sa place pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminine 2025. Battu 3-1 à l'aller, les Éléphantaux ont renversé la situation, s'imposant 3-0 face au Burundi le mercredi 12 mars 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Zéa Alimadou, Ba Naomi et Adjoa Roland ont été les artisans de cette victoire décisive en marquant les 3 buts ivoiriens. Le mercredi 12 mars 2025 en Ligue 1 tunisienne, Gisné Aoudo a disputé son 21e match de championnat. Face à l'Étoile Sahel, pour le compte de la 25e journée, le milieu de terrain béninois a participé à la victoire 2-0 de Gabès à domicile. Avec 18 points, son club est premier non relégable et pourrait tomber dans la zone rouge à l'issue des matchs prochains. Et pour boucler la Minute Sport en Champions League, le Real Madrid réalise un nouveau miracle. Bousculé durant la totalité du match, le Real Madrid réédite un exploit en éliminant l'Atlético de Madrid lors de la séance des tirs au but. Malgré un but à la première minute de Gallagher et un pénalty raté de Vinicius, les merengues se sont qualifiés au bout du suspense. Les champions en titre d'Europe affronteront l'Arsenal à l'occasion des quarts de finale. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Umbeto pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dédéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous. Sylvie Dédéou, bonjour. Bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Le curcuma est une épice jaune orangée, largement utilisée en cuisine, notamment dans la gastronomie asiatique et indienne. Mais au-delà de son rôle culinaire, il est reconnu depuis des siècles pour ses vertus médicinales. Son principal composé actif, la curcumine, possède des propriétés
anti-inflammatoire, antioxydante et protectrice pour l'organisme. Aujourd'hui, la science confirme de nombreux bienfaits du curcuma sur la santé en faisant un allié naturel contre plusieurs maladies et troubles courants. Un puissant anti-inflammatoire. L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies telles que l'arthrite, les maladies cardiaques et certains cancers. La curcumine contenue dans le curcuma aide à inhiber les molécules responsables de l'inflammation dans l'organisme, ce qui en fait un remède efficace contre les douleurs articulaires et musculaires. Un antioxydant naturel. Le stress oxydatif causé par les radicaux libres est un facteur majeur du vieillissement et de nombreuses maladies dégénératives. Le curcuma possède des propriétés antioxydantes qui aident à neutraliser ces radicaux libres et à protéger les cellules contre les dommages. Un allié pour la digestion. Le curcuma stimule la production de bile, facilitant ainsi la digestion des graisses. Il est souvent utilisé pour soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les douleurs abdominales et l'indigestion. Son effet protecteur sur la muqueuse de l'estomac peut aussi aider à prévenir les ulcères gastriques. Un soutien pour le foie. Le curcuma est réputé pour ses effets détoxifiants sur le foie. Il favorise l'élimination des toxines et protège cet organe contre les agressions liées à l'alcool, aux médicaments ou à une alimentation trop riche en graisse. Un renforcement du système immunitaire. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes et immunostimulantes, le curcuma aide l'organisme à mieux se défendre contre les infections bactériennes et virales. Il est particulièrement recommandé en période hivernale pour prévenir les rhumes et les grippes. Une protection du cerveau. Des études suggèrent que la curcumine pourrait jouer un rôle dans la prévention des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Elle favorise la production de protéines essentielles à la régénération des neurones et protège le cerveau contre l'inflammation et le stress oxydatif. Une régulation du cholestérol et de la glycémie. Le curcuma contribue à abaisser le taux de mauvais cholestérol LDL et à améliorer la circulation sanguine. Il pourrait également aider à réguler la glycémie, ce qui peut en faire un allié intéressant pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Le curcuma est bien plus qu'une simple épice. C'est un véritable atout pour la santé. Grâce à ses propriétés, il peut contribuer à la prévention et au soulagement de plusieurs maladies. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngwetao, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis internautes des Zéro Télé, bonjour à nouveau. Quand elle chante, elle dévoile un lamento sincère où ses larmes se murent en muraille d'espérance optimiste. Koudi est une chanteuse polymorphe qui surprend par sa pluralité d'approches vocales et linguistiques. En yoruba comme en anglais, elle chante, elle récite, elle parle. Dans des styles qui mobilisent l'attention de l'écoute, la sensibilité soul, la technicité jazz, les influences rythmiques africaines, une subtile fusion des sonorités et des sensibilités. Koudi Falbeni s'est exporté pour vivre pleinement. Depuis, sa croissance est fulgurante. En 2023, elle a enchaîné près de 50 dates entre l'Afrique et l'Europe. Elle devient ainsi la chanteuse béninoise émergente la plus en tournée sur les scènes internationales. Du Bénin au Togo, en passant par la France, la Suisse et l'Allemagne, elle incarne la preuve que son talent, en se bonifiant à son rythme, trouve son chemin d'éclosion, même en dehors des frontières nationales. L'avenir semble donc prometteur pour cette ambassadrice musicale béninoise qui, avec sa détermination et son authenticité, défie les limites structurelles qui s'imposent à elle. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ngwetao, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, place au parlons-en avec nos différents intervenants. L'école doit-elle intégrer l'éducation sexuelle dans son programme? Tel est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Et Elisabeth Ilaïda, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Alors, insérer l'éducation sexuelle dans le programme de l'école, qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth?
Bon, moi, je pense que bon, on doit vraiment insérer l'éducation sexuelle dans le programme. On doit vraiment insérer l'éducation sexuelle comme activité dans le programme. Pas activité, mais bon, comme une matière. Comme une matière dans le programme. Sylvie Dedeo, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Moi, je crois qu'on ne doit pas insérer l'éducation sexuelle dans le programme scolaire. Pourquoi? Bon, déjà, je vais dire, à la limite, on peut l'insérer à partir de la classe de seconde. Mais je crois que, bon, supposons que les enfants, par exemple, ne maîtrisaient rien de la sexualité, par exemple, et ne savaient même pas comment se mettre en relation et tout. Mais quand on commence pas à donner c'est quoi à l'école, par exemple, genre, tout le monde est curieux, on veut découvrir, genre, ce qui est caché là, vraiment. Parce que, bon, on a appris un nouveau cours, par exemple, et on veut vraiment maîtriser la matière. Je sais pas trop. Mais ça va amener la curiosité des enfants à aller découvrir, alors qu'au début, ils ne savaient rien de tout cela. Au début, ils ne savaient rien de tout cela. Elisabeth, Bon, moi, pour vous, on doit insérer ces programmes, ces matières dans les programmes scolaires. Pourquoi? Moi, je dirais que si on voit une fille qui, en classe de 4e, tombe enceinte, je ne crois pas vraiment qu'on doit attendre la classe de seconde avant d'insérer le programme, en fait. Si on voit déjà un garçon de la classe de 4e qui enceinte une fille, donc je ne crois pas vraiment qu'on doit attendre. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit tout déjà. C'est-à-dire que, mais même si l'enfant n'a pas le droit d'utiliser un téléphone et que les parents ne lui offrent pas un téléphone, mais à l'école, l'enfant peut prendre le téléphone d'un ami et puis se connecter sur, je ne sais pas trop, Facebook et même sur TikTok. En tout cas, voir des choses qui peuvent pousser sa curiosité. Sa sensibilité. Elisabeth, comme Sylvie l'a dit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est précipité le fait de vouloir insérer ou, je sais pas, inculquer ces notions aux enfants? C'est pourquoi je ne contredis pas Sylvie, en fait. Elle a raison. Sauf que, bon, si en 4e déjà, on voit une fille tomber enceinte, même en 5e déjà, on voit une fille tomber enceinte. Donc, je ne crois pas qu'on doit vraiment attendre la classe de seconde. Parce qu'en réalité, même en 3e, il y a des cours de reproduction. Et puis, même là, la curiosité est déjà présente. Donc, je ne crois pas qu'on doit vraiment attendre la classe de seconde, en fait. Déjà, moi, je crois que mettre les cours déjà en 4e, 3e, déjà, il y a les cours d'SVT où on fait la reproduction. Mais est-ce que cela empêche vraiment les élèves de tomber enceintes? Je crois que même les taux de grossesse, quand on va dans les sujets, par exemple, ça commence à parler de la classe de 4e, 3e. Ça commence par là. Parce que dans cette classe, par exemple... C'est dans cette classe-là la puberté commence. Oui, ça commence par là. Donc, les élèves tombent vite enceintes. Moi, je crois que déjà, le cours de reproduction ne sert à vraiment rien. Parce que ça amène les gens à tomber enceintes. Je crois que ce sont les parents eux-mêmes qui doivent enseigner cela aux enfants à la maison. Sylvie, permettez-moi de corriger Sylvie d'abord. Okay. Les cours de reproduction ne servent vraiment à rien. Vous êtes sûr? Je n'ai pas dit que... C'est exactement ce que vous avez dit. Peut-être même que parmi ces personnes-là qui sont tombées enceintes, il y avait des gens qui ne savaient rien de la reproduction. Et que c'est parce qu'ils ont appris ce cours-là qu'ils sont partis découvrir, à la découverte de la chose. Mais il y a des garçons-là, ils ne maîtrisaient rien du sexe. Mais tu viens au cours, on te dit que bon, telle chose peut donner si... Des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça éveille la curiosité de l'élève. Ces cours aident, ça aide. Ce que moi j'aimerais pour des élèves qui sont conscients, ça peut aider. Est-ce que c'est la conscience seulement? Quand vous êtes en période de, je ne sais pas, vous en période de fécondité, vous savez, c'est ces cours qui vous ont permis de pouvoir calculer votre cycle menstruel. Du côté de l'homme, par exemple, c'est ces cours qui nous ont permis de contrôler la puberté, puisque un jour tu te réveilles et tu vois quelque chose, un liquide blanc épais qui sort de ton corps. C'est ces cours qui te permettent de ne pas commencer à crier partout, de savoir que ça fait partie de toi. Vous êtes sûr que ce sont ces cours-là qui apprennent à toutes les femmes à contrôler les périodes de fécondité? Bien sûr. Bon. Moi, on me l'a appris à la maison, par exemple. On me l'a appris, j'ai eu le sans venir en classe de... Mais les calculs également, vous avez appris à... Oui, maman m'a tout appris. C'est pourquoi je dis que c'est mieux que les parents apprennent ça. À l'aise en éduquant les enfants sur la sexualité, en fait. C'est pas tous les parents. Il y a d'autres parents. Ici, c'est la morphologie. Est-ce que c'est vraiment la... Oh, il y a d'autres parents. Ils vont jamais aborder le sujet avec la maison. Il y a d'autres parents. C'est une sorte de crainte avec les parents. Non, arrêtez. Quand on regarde la télé ensemble, on te demande de fermer les yeux. C'est ça, quand quelqu'un embrasse, il y a même des maisons où... Bon, il y a des maisons dans lesquelles il y a des films qu'on ne peut pas regarder. Par exemple, les films Ghanaiens, les films Hollywood. Alors qu'en réalité, il ne faut pas qu'on se ment, en fait.
même, même ceux qui sont au cours primaire, il faut vraiment qu'on garde des yeux ouverts. Parce qu'en réalité, je ne sais pas trop, on dirait que rien n'est plus caché aujourd'hui, quoi. Rien n'est plus caché. Et puis, je crois que c'est l'éducation sexuelle qui peut, aider ces enfants à, je ne sais pas, à contrôler leurs pulsions et à ne pas prendre de risques. Et puis, à contrôler aussi la sexualité, surtout la sexualité. Parce qu'en réalité, et puis, à faire truc là aussi, à connaître leur corps. Parce que s'il y a déjà des cas de grossesse non désirée en classe de 4e, je ne crois pas qu'on doit attendre la seconde avant de commencer. À contrôler le corps. Déjà, au cours primaire, je pense qu'on parle déjà de l'appareil digestif également. C'est le corps. Non, l'appareil digestif, c'est complètement à part. C'est complètement à part. Elisabeth, je suis toujours avec vous. Vous qui défendez ce matin qu'il faut insérer ces programmes, il faut insérer ces matières dans la chronologie des cours. Est-ce que vous ne pensez pas que... on doit mettre des limites? Oui, ces programmes peuvent avoir des limites. Comme l'a dit Sylvie, quand on est jeune, on a envie de découvrir ce qui est un peu sombre. Puisque déjà quand vous faites les cours, même le professeur, il n'est pas tellement libre de dire tout. Il peut pas tout dire. Il y a des mots qu'il met en griffe, oui. Et il utilise d'autres mots. Par exemple, c'est en SVT, j'ai appris qu'on parle de verge chez les hommes. On ne parle pas de, voilà, ce que vous connaissez, on parle de verge chez les hommes. Non, en réalité, je crois que quand on va vouloir insérer l'éducation sexuelle, je crois que chaque classe avec les mots utilisés, avec le cours à dispenser avec. En fait, parce qu'en réalité, on peut pas prendre, je ne sais pas trop, on ne peut pas donner les mêmes cours aux élèves de la 5e et puis les mêmes cours aux élèves de... Le cours devrait être progressif, c'est ça? C'est ça. Mais on doit vraiment mettre l'accent sur la prévention des risques, en fait. Et puis la découverte du corps. Parce qu'en réalité, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, rien n'est plus caché. C'est comme je le disais, rien n'est plus caché aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. Et puis les enfants, mais même si un parent se dit que son enfant à lui n'a pas de téléphone, mais à l'école, son camarade a peut-être un téléphone. Et puis, ils l'utilisent ensemble en fait. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est encore caché aujourd'hui, quoi. Donc en réalité, on doit insérer ces cours pour au moins assurer l'avenir de demain. Il n'y a rien qui est caché, mais pas crainte. On constate qu'il y a des enfants. C'est même pas que des enfants. Les gens grandissent déjà à 18 ans, à 20 ans. Ces filles sont toujours... comment on les appelle déjà? Bon, je ne vais pas utiliser le mot vieille, c'est pourquoi. Ces filles sont toujours... c'est pas... Elles sont toujours en forme. Elles sont pures. Voilà, elles sont toujours pures. Voilà, elles sont pures malgré que la société, on voit sur les réseaux, voilà, tout ce qui se passe. Mais malgré ça, elles sont toujours pures. C'est vrai, mais je dirais que tout dépend également de l'éducation à la maison également. Parce qu'il y a aussi ça. Des fois, tu peux bien être éduqué et la société t'éduque autrement. Mais quand tu as des parents qui te suivent à la lettre et qui, en tout cas, à chaque pas que tu fais là, ils sont derrière toi là. Je crois qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Moi, par exemple, quand j'ai trouvé ma mention, ma maman m'a dit que, bon, si je parle même avec un homme, là, je vais tomber enceinte. Ça, c'était quand j'étais au début de la classe de 3e, ça c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais quand je grandissais... Homme, c'est ça? Oui, on avait des professeurs hommes. Et ces professeurs-là ne vous non, elle m'a dit. C'est juste pour me faire peur un peu au début, quoi. Comme si je parlais avec un homme en intimité, sans qu'il y a personne là. C'est des trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à grandir, laissez-moi terminer. Quand j'ai commencé à grandir, quand je suis venue en classe, je ne parle pas de maintenant. Maintenant, je sais que ce qu'elle disait, c'était juste du bluff, juste pour me faire peur. Quand j'ai commencé à grandir, je suis venue en classe de seconde première. C'est là qu'elle m'a fait asseoir, elle m'a parlé des conséquences du fait d'aller au rapport sexuel précocement. Donc, je pourrais tomber enceinte. Et je ne sais pas trop, mais nos parents, ils nous disaient dans le temps, si tu ne sais pas faire, tu peux tomber enceinte. Tu vois, tu as un avenir devant toi. Tu as tel rêve, mais si tu te mets tôt au sexe, alors tu peux briser tes rêves. Donc, c'est à toi de savoir maintenant comment faire pour aller de l'avant. Elisabeth, dites-moi, quelles sont les thématiques qu'on peut aborder? Par exemple, quand on parle de l'éducation physique, c'est qu'on parle des gymnastiques, du lancer de poids, oui. Voilà, et tout. Mais quand on parle de l'éducation sexuelle, puisque vous voulez qu'on insère ces matières... Moi, je vais d'abord commencer par dire que quand on parle de l'éducation sexuelle, c'est pas seulement la sexualité en fait. C'est pas seulement ce dont Sylvie parlait. C'est pas seulement la sexualité. En réalité, quand on va insérer l'éducation sexuelle dans le programme scolaire,
c'est pas seulement pour leur dire, pour leur apprendre la sexualité, mais apprendre aussi à leur faire découvrir leur corps. Et en plus de ça, déjà, on fait la morphologie. Les mettre en garde sur le acte. On fait déjà la morphologie. Et en plus, les mettre en garde sur le harcèlement. Et puis, parce qu'en réalité, si par exemple maintenant, je ne sais pas trop, une fille de la classe de 6e ou je ne sais pas trop, est tellement innocente, c'est-à-dire, elle ne sait pratiquement rien sur la sexualité, elle est tellement innocente. Et puis, si un vieux, je ne sais pas, un vieux ou même un jeune homme, la prend sur ses cuisses, et puis commence par faire des attouchements qui ne sont pas vraiment corrects. Je ne sais pas trop, mais la fille qui est tellement pure, et puis elle est tellement innocente, ne saura pas que ces attouchements sont pas corrects en fait. Donc en réalité, si on essaie l'éducation sexuelle, on leur dit que bon, si, je ne sais pas trop, si un oncle ou un inconnu te prend sur les pieds et commence par faire, c'est pas faire ça. Pourquoi c'est un oncle? Bon, parce qu'en réalité, c'est pas seulement des inconnus qui le font, même dans la famille, les filles tellement trucs là courent aussi des risques. Mais ça dépend de la famille en fait. Sinon, en réalité, il y a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a de ces familles-là que, bon, je ne sais pas trop, des oncles pervers. On a vu des cas. On en a vu des cas. Sylvie, quelles sont les thématiques, selon vous, qu'on peut aborder si on décidait d'accepter l'idée de Elisabeth? Déjà, moi, je reste sur ma position. Je crois qu'il ne faut pas mettre ça comme pour, par exemple, on se limite juste au cours d'SVT. Par exemple, on prend les cours d'SVT, déjà en classe de 4e, 3e, on nous parle de la reproduction. On sait que bon, quand il y a un rapport sexuel en période de fécondité, par exemple, la femme tombe enceinte. Donc je crois que déjà, ce sont les bases. Parce que bon, pour qu'il y ait un rapport sexuel, il faut commencer par les attouchements. Alors il faudrait que vous évitez déjà les attouchements. Et je crois qu'un enfant qui, comme Elisabeth l'a dit, par exemple, qui est touché par une personne âgée et tout, l'enfant en question doit dénoncer ça. Parce que moi, supposons que je suis, bon, j'ai 13 ans, 14 ans, par exemple, que quelqu'un me touche. Ça ne fait pas bizarre. Je crois que le premier réflexe serait directement d'aller voir les parents et de leur dire telle personne m'a fait ci. Je crois. Hein. Mais le problème, c'est que le cerveau de tout le monde n'est pas vraiment développé de cette manière. Parce que si par exemple, maintenant, si c'est une fille de 12 ans ou 13 ans, puis on lui dit que bon, c'est normal. Hein. C'est-à-dire que l'homme utilise des mots pour convaincre la fille que ces attouchements sont vraiment normaux. La fille n'a rien à craindre. C'est comme le corbeau et le renard. C'est ça, c'est-à-dire que l'homme est tellement abusé. De celui qui écoute. Sylvie, vous pensez, pas plus que pour vous, on ne doit pas insérer ces cours d'éducation sexuelle, c'est une idée à rejeter pour vous. Mais est-ce que vous ne pensez pas? Je n'ai pas dit que c'est une idée à rejeter. Déjà, il y a les matières là. Ben, il y a des matières, je suis d'accord, c'est justement ma question. Oui. Est-ce que ces matières de la SVT, déjà c'est souvent en SA3, est-ce que ça suffit vraiment? Ça ne prend pratiquement que moi. Ça ne suffit même pas. Il faut le faire juste en classe de 3e une seule fois et en classe de terminale une seule fois. Est-ce que ça suffit vraiment pour se connaître sexuellement, pour connaître son corps? Déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que les parents doivent suivre les enfants. C'est vrai, à l'école, on nous apprend. Même si on insérait un cours d'éducation sexuelle, je ne suis pas sûre qu'on puisse aborder chaque aspect de l'éducation sexuelle. C'est aux parents maintenant à la maison, aux mères. Bon, pratiquement, ce sont souvent les mères qui nous parlent de ces choses-là. Parce qu'on ne verra pas un père et une fille parler de la sexualité comme ça. C'est très rare, c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc ce sont aux mères, par exemple, d'éduquer leurs filles, de leur montrer que bon, il y a telle chose qu'il ne faudrait pas faire, il y a tel pas que tu ne dois pas mener. Je crois que c'est à la maison qu'on doit nous apprendre réellement ça. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème? Pourquoi pas le père? Le père aussi, c'est un parent. Pourquoi ne pas parler également? Mais le père éduque les garçons, c'est mieux. Non, déjà, vous voyez, ici en Afrique, il y a souvent des tabous. C'est déjà un problème. Non, ici en Afrique, il y a souvent des tabous. Si on prend par exemple les pays occidentaux et tout, genre les pères parlent de la sexualité à leurs enfants, mais je crois que chez nous en Afrique, on trouve ça un peu déplacé. Je ne sais pas trop. Mais bon, c'est très rare quand même de trouver des pères qui parlent de l'éducation sexuelle avec le... On a tellement beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais le temps ne nous permet pas. Elisabeth, il a déjà un mot pour conclure. Bon, moi je dirais que bon, on doit vraiment insérer l'éducation sexuelle dans le programme en fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tout apprendre dans la société et puis même pas à la maison. Il y a des parents qui ne sont même pas à l'aise en abordant le sujet avec les enfants. Donc en enseignant ça dans le programme scolaire, ce sera un plus pour tout le monde. Ce sera un plus pour tout le monde. Sylvie. En tout cas, bon, moi je reste sur ma position. Je crois qu'il ne faut pas
réellement insérer ça, parce que ça amène les enfants à aller à la découverte de la chose, de ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc ce que moi je conseille, c'est que les parents éduquent les enfants à la maison. Et aussi, je crois que même des enfants de bas âge déjà, commencez par leur dire, bon, si vous trouvez quelqu'un, vous parlez de façon déplacée, là, venez me le dire directement. Parce qu'il y a des enfants qui sont harcelés, des enfants de 5 ans, 6 ans également qui sont harcelés. Donc c'est aux parents de savoir en tout cas comment éduquer les enfants en fait. Merci à vous Sylvie Dedéou, merci Elisabeth Iladia, merci à chacune de vous d'avoir pris part à ce panel. Merci une fois encore, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce jeudi. Merci d'être restés avec nous. Bonne journée à tous.